Arsène Lupin. Ce nom, il évoque tout de suite le panache, l'audace, le mystère, non? Mais attention, derrière le fameux gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc, il y a bien plus qu'un simple voleur. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui, l'homme qui se cache derrière le mythe. Et ça, c'est vraiment la question centrale. Le paradoxe qui explique pourquoi, plus d'un siècle après, Lupin fascine toujours autant. Comment est-ce possible qu'un criminel devienne une figure aussi séduisante, aussi admirée? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va tenter de comprendre ensemble. Alors, pour bien saisir le personnage, il faut faire un petit bond dans le passé. On est au tout début du XXe siècle, et à cette époque, le public se passionne pour ces nouveaux génies du crime. Du coup, quand Maurice Leblanc publie son recueil en 1907, il fait bien plus que créer un personnage. En fait, il invente presque un nouveau genre, un mélange super original d'aventure et de polar, avec une touche d'ironie très moderne pour l'époque. Bon, voilà le programme. Pour essayer de percer le mystère Lupin, on va explorer 4 grandes pistes. D'abord, pourquoi ce criminel est-il si séduisant? Ensuite, on va se pencher sur l'homme aux 1000 visages et ce jeu constant avec l'identité. Troisième point, le duel entre son intelligence et l'ordre établi. Et pour finir, on verra comment l'auteur joue avec son lectorat. Allez, on attaque avec le premier point. C'est peut-être le plus évident, mais c'est aussi le plus complexe. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à Lupin alors que bon, c'est quand même un voleur? C'est tout le paradoxe de ce qu'on appelle un anti-héros. Et ça, c'est l'exemple parfait. Sa fameuse carte de visite laissée au baron Schormann. C'est génial, non? Ce n'est pas juste une signature, c'est une véritable performance. Ce n'est même plus un vol, c'est une critique d'art carrément. Le message est super clair. Lupin ne vole pas par nécessité. Il vole par goût, avec un esprit fou et même une sorte d'élégance morale. Et c'est ça qui est fascinant, c'est de voir comment tous ces traits de caractère construisent son pouvoir de séduction. Lupin n'est jamais vulgaire, jamais brutal. Ses crimes, ce sont des chefs-d'œuvre d'intelligence. Il se sert de l'humour, il ridiculise les puissants, et surtout, il nous fait douter de nos propres certitudes. Finalement, est-ce qu'il est vraiment méchant s'il vole des gens peu sympathiques avec autant de brio? Tout son génie est là, dans cette question. Passons au deuxième point, un autre pilier du personnage. Et là, on touche à quelque chose de très profond, une vraie réflexion sur ce qu'est l'identité. Je parle bien sûr de sa maîtrise incroyable du déguisement. Quand le livre le décrit comme l'homme aux 1000 déguisements, ce n'est pas juste pour lister ses exploits, hein. Ça nous dit quelque chose de beaucoup plus fort. Lupin n'a pas d'identité fixe. Il peut être absolument n'importe qui, de n'importe quelle classe sociale, de n'importe quel âge. Son identité est complètement fluide, impossible à saisir. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. À travers ce personnage, Leblanc nous suggère que notre identité, au fond, n'est peut-être qu'un rôle qu'on joue. Lupin, lui, il choisit ses masques et il devient la personne qu'il incarne. C'est une vision super moderne de la personnalité, vue comme une sorte de construction, de performance de tous les instants. D'ailleurs, il y a cette phrase de Lupin lui-même qui est juste fascinante. Il dit « Moi-même, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une glace, je ne me reconnais plus. » Ça en dit long sur la complexité psychologique du personnage. On comprend qu'à force de changer de visage, son vrai moi finit par se dissoudre. C'est peut-être ça, le prix à payer pour être totalement libre, se perdre soi-même. Ok, troisième point maintenant. On va parler du conflit central de l'œuvre. Et attention, ce n'est pas simplement le bien contre le mal. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est l'intelligence, la ruse, contre la force brute et les procédures rigides. D'un côté, on a Lupin. Ses armes à lui, c'est son cerveau, sa capacité à anticiper les réactions des gens, à monter des plans d'une complexité dingue. Et de l'autre côté, on a la police, incarnée par le pauvre inspecteur Ganimard. Lui, il applique ses méthodes à la lettre, il est prévisible, et du coup, il se fait avoir à chaque fois. C'est la victoire de l'esprit sur le système. Prenez l'histoire du vol depuis sa prison. C'est l'illustration parfaite de sa méthode. Le type est derrière les barreaux, mais il arrive à organiser un cambriolage. Chaque étape, c'est un coup de génie psychologique. Il ne force jamais rien, il se contente de manipuler les gens pour qu'ils fassent exactement ce qu'il attend d'eux. Face à une telle maîtrise de la nature humaine, la police est complètement impuissante. Et puis, il y a une autre question à se poser. Qui sont ces victimes? Ce sont presque toujours des gens riches et puissants, et souvent ils sont dépeints comme un peu arrogants, un peu bêtes. Alors en les ridiculisant, est-ce que Lupin ne devient pas une sorte de Robin des Bois des temps modernes? Un personnage qui expose les failles et l'hypocrisie de la société. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernier point. Parce que le génie de Maurice Leblanc, ce n'est pas seulement d'avoir créé ce personnage incroyable, c'est aussi la manière dont il joue avec son lectorat. Pensez-y, dans un polar classique, la grande question c'est qui est le coupable? Leblanc, lui, il prend cette formule et il la retourne complètement.
Avec Lupin, on sait quasiment toujours que c'est lui. La vraie question, celle qui nous tient en haleine, c'est « mais comment diable a-t-il fait son coup ?» Le plaisir, ce n'est plus de trouver le coupable, c'est d'admirer son génie. Et pour nous guider dans tout ça, le narrateur n'est jamais vraiment neutre. C'est souvent un personnage de l'histoire lui-même, un témoin qui est totalement bluffé par les exploits de Lupin. Et forcément, son admiration, elle déteint sur nous. Elle contribue à forger la légende du personnage. On devient en quelque sorte ses complices dans cette fascination. Au fond, tout se résume peut-être à cette fameuse carte de visite. Elle nous dit que Lupin n'est pas juste un criminel. C'est un artiste, un metteur en scène. Chaque vol est un spectacle, et sa carte, c'est le programme qui nous annonce une performance qu'on n'est pas prêt d'oublier. Pour bien comprendre, on peut le comparer à son grand rival de l'époque, Sherlock Holmes. Holmes, lui, c'est la logique pure, la science, la déduction. Lupin, c'est tout l'inverse. C'est l'art, la psychologie, la ruse. On a d'un côté le scientifique du crime et de l'autre l'artiste du crime. Deux génies, oui, mais avec deux philosophies radicalement différentes. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début. Arsène Lupin nous pousse à réfléchir. Si la loi est là pour protéger un ordre, parfois injuste, ou même un peu stupide, est-ce que celui qui la transgresse avec autant d'intelligence, d'élégance et avec une sorte de justice personnelle n'est-il pas finalement admirable? La question, en tout cas, reste ouverte.